Comment une civilisation dépourvue de machines modernes a-t-elle pu soulever des millions de blocs de pierre, dont certains pèsent de plus de 80 tonnes, avec une précision chirurgicale? Pendant des millénaires, l'édification des grandes pyramides a dérouté historiens et ingénieurs du monde entier. Oubliez tout ce que vous pensiez savoir. Ce n'était ni de la magie, ni l'œuvre d'une force extraterrestre. C'était bien plus fascinant. Nous allons démanteler le mythe des esclaves et des théories fantaisistes. Nous allons vous présenter la preuve irréfutable du véritable génie de l'Égypte ancienne. Ces structures colossales sont un témoignage de l'ingénierie la plus ingénieuse et la plus efficace jamais conçue. Ce documentaire ne se contente pas de raconter l'histoire. Il révèle les solutions scientifiques et les techniques étonnamment simples, mais d'une efficacité redoutable, qui ont permis aux anciens Égyptiens de construire des édifices qui défient encore le temps, des milliers d'années plus tard. Préparez-vous à être émerveillés. La véritable histoire du plateau de Gizeh est une leçon magistrale d'innovation, d'organisation et de détermination humaine. Ne partez pas maintenant. Vous êtes sur le point d'assister à une révélation qui va littéralement vous faire exploser l'esprit sur le potentiel illimité de l'humanité. Le temps est venu. La grande pyramide de Gizeh, érigée au cours du 26e siècle avant Jésus-Christ, demeure l'une des structures les plus impressionnantes jamais construites par l'homme. Initialement, elle s'élevait à une hauteur de 146,58 mètres, ce qui correspondait à 280 coudées royales égyptiennes, et possédait une base d'environ 230,30 mètres, soit 440 coudées. Pour mettre cette prouesse en perspective, la pyramide de Khéops a conservé le record du plus haut monument du monde pendant plus de 3800 ans, surpassant même la basilique Saint-Pierre de Rome et ne perdant son titre qu'en 1311 avec l'achèvement de la cathédrale de Lincoln. Le volume original de ce mastodonte de pierre est estimé à 2 592 341 mètres cubes et son poids total approche les 5 millions de tonnes. La construction a nécessité l'assemblage de millions de blocs, bien que le nombre exact fasse l'objet de débats au sein de la communauté égyptologique, avec des estimations variant de 600 000 à 4 millions. L'estimation traditionnelle la plus couramment acceptée est de 2 300 000 blocs. Pour un tel projet, les constructeurs n'ont pas simplement entassé des pierres. Ils ont fait preuve d'une précision qui défie l'imagination. La base de la pyramide repose sur un socle rocheux et une étude géomorphologique a révélé que jusqu'à 23% du volume total de la pyramide structure est constitué de ce substrat naturel. La véritable énigme des pyramides ne réside pas dans leur taille, mais dans la précision de leur exécution. Les bâtisseurs de l'Ancien Empire ont nivelé la base rocheuse de la Grande Pyramide avec une exactitude de 21 mm seulement. De même, l'erreur pour former un carré parfait est infime, avec seulement 20 cm de différence entre les côtés, une marge qui serait même réduite à 4,4 cm selon l'égyptologue Mark Lehner. L'orientation de la structure par rapport aux 4 points cardinaux est tout aussi remarquable, avec une erreur moyenne sur les angles de la base de seulement 0 degré, 3 minutes 6 secondes. Une telle exactitude, qui correspond à une erreur de moins de 0,01% sur la longueur de la base, démontre une maîtrise technique et une organisation de la main-d'œuvre qui va bien au-delà de la simple force brute. La planification, l'arpentage et l'exécution ont été menés avec une rigueur qui suggère un niveau d'ingénierie sophistiqué, réfutant toute notion d'improvisation ou de construction hasardeuse. La précision de ces mesures est la preuve tangible d'un processus de planification rigoureux et d'une discipline quasi militaire sur le chantier. Le mystère des pyramides n'est pas un mystère d'origine surnaturelle, mais bien un testament de l'ingéniosité humaine. L'incroyable exactitude est, en elle-même, la réponse aux spéculations fantastiques et une célébration de l'esprit des ingénieurs antiques.
Pour une grande partie du public moderne, les pyramides sont entourées d'un halo de mystères nourris par des théories pseudo-scientifiques, des récits d'aides extraterrestres, de technologies avancées oubliées ou de magie ont proliféré, souvent amplifiées par les médias et les réseaux sociaux. Ces théories, que l'on qualifie de pseudo-archéologie, se caractérisent par l'utilisation d'artefacts et de faits archéologiques réels, mais en les entourant d'interprétations fantastiques qui manquent cruellement de preuves scientifiques et d'analyses rigoureuses. L'émergence et la persistance de ces mythes révèlent une tendance à rechercher des explications spectaculaires pour des réalisations qui semblent surhumaines. En réfutant de manière explicite ces mythes dès le début, une analyse sérieuse peut établir sa crédibilité et sa fiabilité. Plutôt que de voir les pyramides comme un mystère insoluble, une approche scientifique les considère comme un problème d'ingénierie que les anciens Égyptiens ont résolu avec les outils et les connaissances de leur époque. La réalité de leur ingéniosité et de leur travail acharné est souvent plus fascinante que les fictions créées pour l'expliquer. En démontrant comment la science moderne, par des découvertes archéologiques et des modélisations, continue de déchiffrer les secrets de la construction, on peut désamorcer les théories sensationnalistes et mettre en valeur le véritable génie des bâtisseurs. La construction de la Grande Pyramide de Khéops a exigé une logistique d'approvisionnement en matériaux d'une envergure colossale. La majorité des 2 300 000 blocs de pierre utilisés proviennent de carrières locales de calcaire situées à proximité du plateau de Gizeh. Pour extraire ces blocs, les ouvriers antiques utilisaient une méthode ingénieuse. Ils percèrent des entailles dans la roche, y inséraient des coins de bois, puis les arrosèrent d'eau. Le gonflement du bois sous l'effet de l'humidité créait une pression suffisante pour faire sauter le bloc de la paroi de la carrière. Bien que le calcaire local ait constitué l'essentiel du volume, des matériaux plus exotiques ont été acheminés de lointaines carrières pour des éléments spécifiques de la construction. Le granit, notamment celui utilisé pour la chambre du roi, a été extrait à plus de 800 km de là, dans les carrières d'Assouan. Pour le dégrossissage et la taille initiale de ces blocs massifs, les tailleurs de pierre utilisaient des outils de pierre dure, comme des pilons et des marteaux pesant entre 1,5 kg et 4 kg. Le travail de la pierre ne s'arrêtait pas à l'extraction. Chaque bloc, une fois dégrossi, était marqué pour son équipe de transport et son emplacement précis dans la pyramide, témoignant d'une administration et d'une planification exceptionnelles. Le défi suivant, et non des moindres, était le transport de ces millions de tonnes de pierre. Pour les matériaux provenant des carrières lointaines, comme le granit d'Assouan, le Nil a joué un rôle absolument crucial. Les blocs étaient replacés sur des barques à fond plat et acheminés sur le fleuve, la principale artère du pays. Cependant, la question restait de savoir comment les Égyptiens transportaient les pierres des carrières locales jusqu'au plateau de Gizeh. Une étude multidisciplinaire récente, impliquant des chercheurs de France, de Chine et d'Égypte, a fourni une réponse spectaculaire. En analysant de petits grains de pollen fossilisés retrouvés dans le sol près des pyramides, les scientifiques ont pu reconstituer le paysage de l'époque. La présence d'herbes à fleurs typiques des zones riveraines a révélé qu'une branche du Nil, aujourd'hui disparue et surnommée le bras Khéops, passait autrefois à proximité du site de construction. Cette découverte est une révélation scientifique majeure. Elle résout l'un des plus grands mystères logistiques entourant la construction des pyramides. Comme l'a souligné le géographe environnemental Ardor Sheisha, l'existence de ces affluents rend le transport à grande échelle des 2 300 000 blocs, pesant chacun en moyenne 2500 kg, non seulement plausible, mais beaucoup plus efficace que par voie terrestre. Cette découverte transforme le problème d'un transport terrestre herculéen en une logistique fluviale maîtrisée, déplaçant la discussion de la force brute vers l'ingénierie hydraulique. Une fois les blocs de pierre arrivés sur le chantier via le bras de Khéops, les derniers mètres de leur voyage devaient être parcourus sur le plateau de Gizeh. Pour ce faire, les Égyptiens utilisaient des traîneaux en bois,
une méthode bien documentée sur les peintures murales antiques. Des équipes d'hommes tirèrent les traîneaux sur des pistes spécialement aménagées, et il est possible que de l'eau ou de l'huile ait été versée sur le chemin pour réduire le coefficient de friction. Les traîneaux, d'un poids d'environ 50 kg à vide, pouvaient être facilement transportés par un seul homme pour être renvoyés à la carrière après usage. Cette méthode, bien que simple, exigeait une coordination et une synchronisation parfaite pour mouvoir des charges de plusieurs tonnes. Des expérimentations archéologiques ont montré qu'en mouillant le sable, les forces de traction requises sont considérablement réduites. Un principe physique que les anciens Égyptiens semblent avoir compris intuitivement. Une fois sur le chantier, le défi le plus complexe restait: comment élever des millions de blocs jusqu'à une hauteur de près de 150 mètres? Les égyptologues et ingénieurs se sont affrontés sur cette question pendant des décennies, et le débat reste ouvert. La théorie des rampes, malgré ses variantes, reste la plus largement acceptée par les égyptologues. Il n'existe cependant pas de consensus sur la nature exacte de ces rampes. Les trois hypothèses principales sont la rampe frontale, la rampe hélicoïdale et la rampe interne. La rampe frontale, préconisée par des égyptologues comme Ludwig Borchardt et Jean-Philippe Lauer, cette théorie propose l'utilisation d'une rampe unique, perpendiculaire à une face de la pyramide. Pour que cette rampe ne soit pas trop raide, sa longueur aurait dû augmenter à mesure que la pyramide grandissait, nécessitant un volume de matériaux aussi colossal que celui de la pyramide elle-même. De plus, pour atteindre le sommet de la pyramide, la pente aurait dépassé la limite de 7%, considérée comme praticable pour le halage de lourdes charges, soulevant des questions de faisabilité technique. La rampe hélicoïdale. Cette théorie défendue par Georges Goyon suggère qu'une rampe en spirale aurait enveloppé la pyramide, permettant l'élévation des blocs à chaque assise. L'un de ses avantages serait de permettre la pose et la finition des pierres de revêtement au fur et à mesure que la construction progresse, en démantelant la rampe depuis le sommet, une fois le pyramidion en place. Toutefois, cette hypothèse soulève des objections. Une telle rampe aurait mesuré environ 1 km 600 mètres de long et les virages auraient posé des problèmes majeurs pour la manœuvre d'équipe de 300 tireurs. De plus, elle aurait potentiellement rendu difficile l'alignement précis des arêtes de la pyramide. La rampe interne. L'architecte Jean-Pierre Houdin propose une théorie mixte et intrigante. Une rampe extérieure aurait été utilisée pour les premiers 43 mètres de la pyramide, puis une rampe en spirale, construite à l'intérieur même de la structure, aurait pris le relais pour le reste de l'ascension. Cette théorie est soutenue par la modélisation tridimensionnelle et par la découverte d'une chambre de Bob, une pièce en forme de L, qui pourrait être une preuve tangible de l'existence de cette rampe interne. Le fait qu'il n'y ait pas de consensus et que chaque théorie de rampe présente des faiblesses est une conclusion en soi. L'énigme n'est pas « comment ont-ils fait ?», mais « parmi toutes les solutions possibles, laquelle ont-ils choisi ?» L'absence de preuves archéologiques définitives, comme un système de rampe complet, montre que la science est un processus d'élaboration et de remise en question constant. Au-delà des rampes, d'autres hypothèses ont été avancées pour expliquer le levage des blocs. L'utilisation du shadouf, un levier à contrepoids, a été proposée pour soulever les blocs d'une assise à l'autre. Bien que cette méthode soit plausible pour les blocs les plus légers, elle semble moins efficace pour les plus lourds. Une théorie plus récente et très novatrice suggère l'utilisation de systèmes d'ascenseurs hydrauliques. Bien que cette hypothèse se concentre spécifiquement sur la pyramide à degré de Djéser à Saqqara, elle apporte un éclairage nouveau sur les capacités techniques des anciens Égyptiens. Des chercheurs ont découvert un système sophistiqué de gestion de l'eau sur le plateau de Saqqara, comprenant un barrage de près de 2 km de long, le Gisr El Moudir, et une tranchée de traitement de l'eau. Cette maîtrise de l'ingénierie hydraulique, même si elle n'est pas encore directement liée à la construction de la Grande Pyramide, montre que les capacités technologiques des Égyptiens étaient
peut être plus avancée que ce que l'on pensait. Cette approche invite à une réévaluation complète des prouesses techniques de l'Antiquité et souligne que la grandeur de ces civilisations ne résidait pas seulement dans les outils, mais dans l'intelligence avec laquelle ils les utilisaient. La précision quasi parfaite du nivellement et de l'orientation de la Grande Pyramide témoigne d'une maîtrise avancée de l'arpentage et de l'astronomie. Les ingénieurs égyptiens n'avaient ni système de positionnement global, ni théodolite, mais ils disposaient d'outils simples et efficaces. Pour le nivellement de la base, ils auraient pu utiliser un simple niveau à eau, un outil rudimentaire mais d'une grande fiabilité. Le fil à plomb était l'outil de base pour garantir la verticalité des faces, un élément fondamental pour la stabilité et la forme de l'édifice. Pour l'orientation, les Égyptiens ont tiré parti de leur connaissance approfondie du ciel nocturne. Ils utilisaient un outil appelé Merket, qui servait à déterminer l'heure et l'alignement en observant le transit d'étoiles au-dessus du méridien en relation avec l'étoile polaire. L'un des plus grands mystères des pyramides a longtemps été la manière dont elles ont été orientées avec une telle précision vers les points cardinaux. La théorie de la corrélation d'Orion, qui prétend que l'alignement des 3 pyramides de Gizeh reproduit celui des 3 étoiles de la ceinture d'Orion, est une théorie qui circule largement, mais que les archéologues considèrent comme marginale en raison du manque de preuves. Une explication scientifique plus crédible et élégante est apparue avec les travaux de l'égyptologue et architecte Glenn Dash. Il a démontré, par une expérience simple, que les Égyptiens auraient pu utiliser l'ombre projetée par un gnomon, une tige verticale, le jour de l'équinoxe d'automne. Ce jour-là, l'ombre de la pointe de la tige se déplace sur une ligne parfaitement droite, presque d'est en ouest. En marquant 2 points sur cette ligne et en traçant une ligne droite entre eux, il est possible d'obtenir un alignement extrêmement précis. Cette méthode, en apparence simple, est un exemple parfait d'ingéniosité. Les Égyptiens ont transformé un phénomène astronomique naturel en un outil de géodésie précis et fiable. La précision de la pyramide n'est donc pas un hasard ou un miracle, mais le résultat d'une ingénierie basée sur l'observation rigoureuse de la nature. L'ingénierie et la spiritualité ne faisaient qu'un dans l'esprit des Égyptiens. La forme de la pyramide elle-même était une matérialisation de la cosmologie religieuse, symbolisant un pont entre la terre et le ciel. La structure était conçue pour faciliter le voyage du pharaon défunt vers l'au-delà et sa transformation en une divinité stellaire. Les puits d'étoiles découverts dans la Grande Pyramide, dont l'utilité reste un mystère, qu'il s'agisse d'aération ou de voies spirituelles, renforcent l'idée que le monument était plus qu'un simple tombeau, mais une machine funéraire complexe destinée à assurer l'immortalité du souverain. L'influence de l'ingénierie et de l'architecture égyptienne ne s'est pas éteinte avec l'Antiquité. Elle a inspiré des mouvements architecturaux modernes, notamment l'Égyptomanie et l'Egyptian Revival. Les obélisques, symboles d'autorité et de pouvoir, ont été réutilisés dans des monuments commémoratifs comme le Washington Monument. La forme de la pyramide elle-même a été réinterprétée dans des projets contemporains majeurs. Le meilleur exemple est la pyramide du Louvre, conçue par l'architecte Yeo Ming-pei et Kuan Tan. Curieusement, la justification de Pei pour l'utilisation de cette forme n'était pas symbolique ou religieuse, mais purement mathématique et pratique. Il a affirmé que la pyramide, dont les faces convergent vers un seul point, était l'une des formes les moins intrusives pour un site historique de la grandeur du Louvre. Cette réinterprétation met en lumière l'adaptabilité de la forme pyramidale, qui peut passer d'un monument spirituel à une solution architecturale élégante et fonctionnelle. La véritable leçon de l'ingénierie antique pour le XXIe siècle réside dans sa pertinence pour les défis contemporains, en particulier la crise climatique.
Alors que la construction moderne dépend souvent de matériaux et de processus à forte consommation d'énergie, comme le béton et le transport sur de longues distances, les techniques antiques reviennent au premier plan en raison de leur durabilité. La réintroduction du pisé, c'est-à-dire la terre damée, et des voûtes nubiennes, par exemple, est une réponse directe aux problèmes écologiques. Ces méthodes utilisent des matériaux locaux et abondants, comme la terre, et réduisent considérablement la dépendance aux transports coûteux et émetteurs de carbone. Elles éliminent également le besoin de matériaux non durables, comme le bois, qui a été l'un des premiers à être épuisé en Égypte. Les architectes et les ingénieurs d'aujourd'hui se tournent vers le passé non pas pour régresser, mais pour redécouvrir des solutions ingénieuses, simples et efficaces. La construction des pyramides nous enseigne que la grandeur ne réside pas dans la complexité de l'outil, mais dans l'ingéniosité de l'esprit humain qui l'utilise. Elles demeurent un rappel puissant que les techniques durables et économes en ressources peuvent aboutir à des réalisations monumentales. Nous venons de parcourir des milliers d'années, des sables brûlants de Gizeh au temps des pharaons, en passant par les détails les plus précis de leur arpentage et de leur génie architectural, jusqu'aux gratte-ciel et aux projets de durabilité de notre ère moderne. Le secret est désormais révélé. La construction des pyramides n'était pas qu'un travail de maçonnerie colossal. C'était un exploit organisationnel et social titanesque. Les anciens Égyptiens ont prouvé que les défis apparemment impossibles ne requièrent pas de pouvoir surnaturel, mais exigent avant tout une foi absolue dans l'objectif, une planification méthodique et un travail d'équipe unifié. Leur héritage ne réside pas seulement dans la pierre, mais dans la leçon qu'ils nous ont laissée. Le potentiel humain est illimité. C'est bon, solide. Mais rappelez-vous, chaque fois que nous perçons un mystère, un nouveau surgit. Comment ont-ils pu maintenir une telle stabilité sociale et une telle loyauté pendant des décennies? Pouvons-nous appliquer cette grande leçon à la résolution des défis du XXIe siècle? Ne laissez pas ces secrets s'évanouir dans le passé. Si ce voyage à travers l'histoire et l'ingénierie vous a inspiré, si cette révélation sur la grandeur humaine vous a touché, partagez cette vidéo avec tous ceux qui ont besoin d'un rappel de l'extraordinaire pouvoir de la volonté. Cliquez sur « J'aime » pour soutenir notre contenu et dites-nous dans les commentaires quelle est la leçon la plus importante que vous retenez du génie des pharaons. Et croyez-vous vraiment que nous pourrons bâtir quelque chose d'aussi durable que les pyramides? Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. L'héritage nous attend et le voyage ne fait que commencer.